Salut à tous, comment ça va? Alors, cette préparation pour l'examen d'agent de la FIFA, ça avance. Et oui, j'ai vu que la FIFA avait dévoilé les nouvelles dates pour l'examen d'agent FIFA 2026 qui auront lieu fin avril, début mai. Et j'ai vu que plusieurs d'entre vous ont déjà commencé leur préparation. Donc écoutez, je voulais pas vous laisser tomber, je voulais pas vous laisser derrière. Je vous donne cette vidéo que j'avais pas pu vous faire l'année passée pour manque de temps malheureusement. La vidéo sur les règlements d'agent FIFA. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos ou si c'est la première fois que vous vous préparez pour faire l'examen d'agent FIFA, je trouve que c'est une très bonne vidéo pour commencer à faire la préparation à l'examen, pour bien comprendre c'est quoi qu'il faut se préparer et c'est quoi exactement ça parle, tout le processus complet pour devenir agent. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta. C'est là où je suis directement en communication avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller m'écrire. J'essaye du mieux que je peux de répondre à tout le monde dans un bref délai. Des fois, c'est un peu plus compliqué ou des fois, j'ai pas la notification. Donc soyez un peu patient si vous avez des questions. Mais s'il vous plaît, que vos questions soient précises sur ce que vous avez besoin ou de quoi ça touche vos questions dans le document, s'il vous plaît. Donc quant à ça, on va commencer la vidéo sur le règlement des agents FIFA. C'est un document qui contient 8 chapitres avec 28 articles. Donc, on va les voir tous au fur et à mesure. On va pas tous les voir non plus. Bien sûr, je vous invite d'aller lire le document. C'est vraiment important que vous puissiez le lire pour vous-même, pour vous préparer à l'examen. Donc bon, on commence avec le chapitre 1, règle générale de l'article 1 à 3. L'objectif de ce document est de structurer les aspects du système des transferts. Selon la FIFA, ça permet de préserver la stabilité entre les clubs et les joueurs, d'encourager la formation des jeunes joueurs et aussi de maintenir un équilibre compétitif à l'enceinte du football. Ce document réglemente les agents pour que leurs activités puissent être conformes aux objectifs du système des transferts. Par exemple, augmenter les standards du service d'agent, offrir une bonne qualité de service et protéger les joueurs qui n'ont pas d'expérience ou n'ont pas d'informations sur le fonctionnement du système des transferts. Ce règlement touche le système international des transferts. Donc ça s'applique aux accords de représentation, mais aussi ça s'applique aux activités liées aux transferts ou aux transactions internationales. Quand c'est un transfert ou une transaction nationale, donc à l'enceinte d'un seul pays, alors là c'est le règlement national du pays en question qui va aller s'appliquer. Chaque pays doit avoir un règlement national des transferts. Par exemple, plusieurs d'entre vous m'ont mentionné que vous deviez passer l'examen de la FFF pour être un agent en France. À ce moment-là, c'est le règlement national qui vous l'impose. Chaque pays doit avoir son règlement national et chaque règlement national doit avoir l'article 11 à 21 de ce présent article de la FIFA. Chaque règlement national doit avoir en lien des organismes ou des institutions qui s'occupent de droit national qui peuvent eux de leur côté résoudre des cas de litige et des mesures disciplinaires. Si les pays considèrent qu'il y a certains articles ou certaines règles de ce présent règlement qui eux ils trouvent qu'ils ne sont pas assez stricts, ils ont le droit de réécrire pour leur règlement national à eux certains points, bien sûr si ça respecte les points de la FIFA. En gros, ils peuvent juste devenir plus stricts, mais ils doivent toujours toucher et aller vers la même direction que la FIFA. Chapitre 2. Devenir agent de l'article 4 à 10. Alors ce chapitre permet à la FIFA de détailler plus précisément les étapes qu'une personne doit accomplir pour devenir agent. Donc tout d'abord, une personne doit déposer sa demande complète de demande de licence à la FIFA sur sa plateforme. Justement, en ce moment, on est en période de demande, donc je vais vous mettre les dates et je vais vous mettre le lien pour que vous n'oubliez pas d'aller vous inscrire. C'est très important. Je pense que vous avez tout février, mais ça ferme début mars. Mais je vous mets ça juste ici en bas des dates. Ensuite, vous devez passer les critères d'éligibilité de la FIFA. Et bien sûr, ensuite, passer et réussir l'examen. Et annuellement, vous devez payer des frais annuels d'obtention de la FIFA. C'est des frais que vous payez, que tout le monde doit payer annuellement. Pour les gens qui ont déjà passé l'examen et qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, juste mettez combien vous avez payé si ça vous dérange pas. Donc là, on rentre dans l'article 5 qui va toucher plus en détail les critères d'éligibilité qu'une personne doit satisfaire. Des critères d'éligibilité que je vous ai mentionnés juste précédemment. C'est des critères d'éligibilité qu'une personne doit respecter avant et pendant qu'elle fait sa demande de licence, mais aussi après avoir obtenu sa licence, il doit la respecter en tout temps. Il ne doit pas avoir fait de fausses déclarations, n'avoir jamais été coupable pour une procédure pénale sur un crime. Je suis désolé, je peux pas énumérer ou donner la liste des crimes parce que j'ai peur que la vidéo soit supprimée. N'avoir jamais eu de suspension d'au moins 2 ans ou avoir été exclu par une autorité réglementaire pour une infraction, donc pas avoir été suspendu d'au moins 2 ans. Ne pas être un employé de la FIFA, d'une confédération, d'une association, d'une ligue, d'un club ou bien d'une entité que elle représente un club
ou une ligue. Ne pas avoir des intérêts pour un club ou bien une académie, une ligue ou une ligue centralisée. 1 an ou 6 mois avant sa demande de licence, une personne ne doit avoir pas eu des intérêts pour une entité qui s'occupe à organiser des activités de paris sportifs. 2 ans avant sa demande de licence, ne pas avoir représenté une personne sans sa licence. 5 ans avant sa demande de licence, n'avoir jamais déclaré faillite ou bien n'avoir jamais été actionnaire majoritaire d'une compagnie qu'elle a déclaré faillite. Donc je répète, une personne doit toujours respecter ses critères d'éligibilité, que ce soit avant ou après l'obtention de sa licence. Donc l'article 6 va plus toucher l'examen, je vais plus rentrer un peu plus en détail maintenant. C'est un examen de 20 questions. Il faut en réussir 15 pour passer l'examen et vous avez 1 heure pour réussir l'examen. Si vous réussissez les 15 questions, bah tant mieux, vous passez. Si vous ratez l'examen, donc si vous avez moins de 15 bonnes questions, bah tant pis pour vous, il faudra juste réessayer et le refaire à nouveau. À la réussite de votre examen, vous avez 90 jours pour payer votre licence. Ensuite, à chaque année, vous devez éventuellement payer la licence pour pouvoir la conserver. Et après ça, vous pouvez faire des transactions et représenter des joueurs au niveau international. Félicitations à vous si vous réussissez cette étape-là. Je ne vais pas oublier de vous mentionner aussi que la FIFA demande à tous ses agents de passer des formations continues annuellement pour que ces personnes-là puissent continuer à garder sa licence. Tout agent qui obtient sa licence, que éventuellement après demande une suspension temporaire ou bien une annulation complète de sa licence, est totalement en droit. Par contre, une personne qui annule définitivement sa licence, à ce moment-là, il devra recommencer le processus de demande de licence à 0 complet. Donc refaire l'examen et repasser toutes les étapes que je vous ai mentionnées. Chapitre 3. Exercer la fonction d'agent, d'article 11 à 17. Donc dans le dernier chapitre, on a vu comment une personne pouvait devenir agent. Là, en ce moment, c'est comment cette personne-là peut exercer ses fonctions d'agent, comme le dit le titre, bien sûr. Un agent peut travailler à son propre nom ou bien il peut travailler pour une agence. Dans une agence, les seules personnes qui ont droit d'exercer le métier d'agent tel quel sont les personnes qui obtiennent bien sûr sa licence FIFA. Toutes les autres personnes, par exemple secrétaires, stagiaires, toutes ces autres personnes n'ont pas le droit d'exercer. C'est les agents qui sont 100% responsables des personnes qui travaillent pour eux, des actions que ces personnes-là font. Par exemple, si un secrétaire dit oui, t'en fais pas, je vais te faire le travail d'un agent alors qu'il n'a pas le droit, les agents dans lesquels la secrétaire représente qui seront responsables de ces actes-là. Il est interdit pour les clients, pour les personnes qui rentrent pas dans les règles d'éligibilité et pour les personnes qui ont les droits liés à l'enregistrement des joueurs d'obtenir et ou d'avoir des intérêts dans l'activité d'un agent ou d'une agence. Article 12, représentation. Je pense que c'est un très bon article qui a de très bonnes informations. D'accord? Donc pour qu'un accord de représentation ait lieu, il doit d'abord être écrit et ensuite il doit être signé par les deux côtés, le joueur et l'agent. L'accord entre un joueur et son représentant ne doit pas être supérieur à 2 ans. Pour que sa représentation puisse continuer à avoir lieu, à ce moment-là, il doit avoir un nouvel accord qui doit être écrit et un nouvel accord qui doit être signé. Tout renouvellement qui est supérieur à 2 ans ou tout renouvellement automatique, c'est des renouvellements et des accords qui sont totalement nuls, qui ne sont pas valides. La FIFA interdit ce genre de renouvellement. Ça doit être des accords qui doivent être refaits et re-signés tous les 2 ans pour que ça puisse être valide. Et bien sûr, un joueur et son agent doivent toujours avoir qu'un seul accord à la fin. Un agent peut aussi représenter une entité d'arrivée et une entité de sortie. À ce moment-là, il n'y a pas de durée de valide maximale. Ça va jusqu'à ce que les deux concluent que c'est bon, c'est fini, on n'a plus besoin de tes services ou bien je n'ai plus besoin de travailler pour toi. À ce moment-là que le contrat finit. Lorsqu'un agent travaille pour une entité, il peut faire plusieurs accords de représentation à la fois. Donc, il va représenter la même institution, mais pour négocier plusieurs contrats de joueurs, c'est un peu normal. Bien sûr, ça doit être des transactions différentes. Lors des transactions, un agent offre seulement ses services à une seule partie. Mais il est aussi possible qu'un agent puisse offrir ses services à 2 parties. À ce moment-là, ça serait à l'individu, donc là on parle du joueur, mais aussi à l'entité d'arrivée, donc le club qui veut ou qui va signer le joueur en question. Cette double représentation n'est juste valide s'il y a l'approbation des 2 clients, donc entité d'arrivée et le joueur, et ça doit être un consentement signé des 2 côtés. Lors de la transaction ou bien de l'accord, l'agent, lui, il doit donner ses informations. Donc, il doit donner son nom, la personne à qui il représente, son numéro de licence FIFA et bien sûr sa signature pour qu'il démontre que c'est lui qui représente. Un client, donc un joueur ou une entité, est dans tous ses droits de négocier et de conclure une transaction sans avoir recours ou avoir eu besoin de son agent. Il est juste important que ça soit mentionné dans les documents qui vont être signés. Si un contrat d'agent, donc de représentation, implique une clause qui limite ou pénalise un client
à négocier et conclure une transaction sans lui, à ce moment-là, la clause dans le contrat, cette clause-là est nulle, elle n'est pas valide, elle ne vaut rien. Donc si je résume, un agent n'a pas le droit de bloquer son client, que ce soit un joueur ou une entité, de signer un accord sans lui. Je donne un exemple. Moi, je suis un agent et mon client, c'est le Chucky FC. Eux, de leur côté, ils ont besoin d'un joueur spécifique et ils sont à rien de la fermeture du mercato. Et là, ils trouvent un joueur et ils sont sur le point de négocier et de le faire signer. Mais moi, à ce moment-là, je suis en train de m'occuper d'un autre contrat ailleurs dans une autre ville, on va dire, ou dans un autre pays et j'aurai pas le temps d'arriver à temps pour la signature des documents. Moi, j'ai pas le droit d'empêcher le Chucky FC de signer ce joueur qu'ils veulent. Moi, j'ai pas le droit de mettre une clause dans le contrat, j'ai pas le droit d'appeler et leur dire non, vous avez pas le droit, vous allez me perdre, vous êtes obligé de me donner de l'argent même si je suis pas dans le contrat de signature. Non, j'ai pas le droit. Eux, ils ont totalement le droit de signer le joueur comme ils veulent, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, j'espère plus ou moins que vous avez compris mon exemple. Tout agent n'a pas le droit d'empêcher son client de signer quel que soit un contrat. Une des deux parties peut résilier son contrat pour juste cause. Par contre, si le contrat est résilié sans juste cause, à ce moment-là, la partie résiliente doit dédommager l'autre partie. Une partie qui doit attendre l'approbation de l'autre partie pour pouvoir exercer ses activités, alors à ce moment-là, c'est une raison valable pour résilier son contrat. Article 13. Représentation des mineurs. Je vous le dis tout de suite ici dans cette vidéo, à 80% sûr, vous allez tomber sur une question touchant les mineurs à l'examen. Que ce soit dans ce document-là, réglementation des agents, ou bien sur les autres documents ou les autres capsules vidéo que je vous ai fait où je parle de mineurs, c'est sûr que vous allez tomber sur une question sur les mineurs à l'examen. Donc c'est vraiment une partie très importante. La FIFA tient beaucoup à cœur la protection des mineurs, donc je vous conseille d'être attentif à ces moments-là, de faire attention lorsque vous étudiez toutes les protections sur les mineurs. Donc on revient à l'article 13. Un agent peut approcher un jeune joueur ou bien son tuteur légal pour proposer ses services d'agent seulement 6 mois avant que ce jeune tienne l'âge légal pour signer son premier contrat pro dans le pays dans lequel il réside selon les lois du pays dans lequel vit le mineur. Pour que l'agent puisse approcher ce jeune joueur, il faut aussi qu'il y ait une approbation écrite par son tuteur légal pour que l'échange puisse avoir lieu, la conversation puisse avoir lieu. Si un agent va voir un jeune joueur qui n'a pas encore l'âge légal pour aller signer un contrat ou qui n'est pas à 6 mois d'avoir l'âge légal, à ce moment-là, cet agent peut recevoir une amende et il peut aussi avoir une suspension de sa licence allant jusqu'à 2 ans. Si un agent veut représenter un mineur ou bien il veut représenter un club dans lequel ils sont en train de négocier le contrat d'un mineur, l'agent doit passer le module de formation professionnelle continue sur les mineurs. Comme je vous avais mentionné tout à l'heure, vous devez faire des formations continues par la suite. Ça, c'en est un, la formation sur les mineurs. Et il doit aussi se conformer aux lois par rapport aux exigences de représentation du mineur à l'enceinte du pays dans lequel le mineur habite. L'accord de représentation doit être signé par le mineur, mais aussi pour son parent ou son tuteur légal. Article 14, principes généraux de l'indemnisation de service. Je pense que c'est un article assez intéressant pour vous et moi parce que c'est dans cet article-là qu'on nous explique comment le travail d'agent est payé. Donc comme on le sait bien, c'est le client qui va aller payer l'agent pour les services qui lui ont été donnés par rapport au montant qui a été conclu dans l'accord de représentation qui a été signé des deux côtés. Ça doit toujours être le client, donc le joueur ou bien l'entité, qui s'occupe directement de payer l'agent. Il est interdit qu'une autre personne, qu'un autre tiers paye cette indemnité de service. Ça veut dire que le client n'a pas le droit de demander à une autre entité, par exemple à une autre personne ou bien à une autre institution, de lui dire « Oh, excuse-moi, est-ce que tu peux payer pour moi ?» Ça, c'est interdit. Par contre, il est possible et il est permis que si un joueur a un salaire inférieur à 200 000 $ américains, alors il peut demander à l'entité d'arrivée de payer ses services qu'il doit à l'agent. Exceptionnellement, à ce moment-là, le joueur a le droit de demander à l'entité d'arrivée de payer les services d'indemnité de l'agent. Et l'entité d'arrivée va alors payer le montant qui avait été convenu de base entre le joueur et l'agent. Et bien sûr, l'entité d'arrivée doit donner son feu vert en informant le joueur que oui, ça va être eux qui vont s'occuper de payer ses frais. À ce moment-là, quand c'est l'entité d'arrivée qui paye les services, c'est sûr qu'il faut respecter quelques points. D'abord, l'agent, lui, de son côté, il doit toujours travailler sans restriction avec le joueur, donc toujours offrir les mêmes services qu'il a toujours donné à son joueur. Le montant d'indemnité qui va être payé ne doit pas être plus de ce qu'il avait été déjà conclu dans le contrat entre joueur et agent. Et l'entité d'arrivée ne doit pas réduire le montant qui va être payé à l'agent à son joueur. Donc à ce moment-là, ça reviendrait un peu à rien parce qu'à la fin, c'est toujours le joueur qui paye. Donc à ce moment-là, l'entité d'arrivée ne doit pas enlever du salaire du joueur le montant qu'il va payer à l'agent. L'agent, quant à lui, ne peut juste recevoir l'indemnité de service qui a été inscrit dans le contrat et qui est en vigueur lorsque l'agent a travaillé avec son client. Quand la durée d'un contrat de travail, donc le contrat d'un joueur auprès de son club, est supérieure
au temps de représentation entre l'agent et son joueur. L'agent veut toujours recevoir un paiement si le contrat de travail est toujours actif et si ça a été inscrit à l'avance dans le contrat de représentation. Le paiement se fait toujours après la clôture de la période d'enregistrement, donc le mercato, et c'est des versements de paye qui se font à tous les 3 mois pendant la période de la durée du contrat. Si le contrat de travail d'un joueur est signé pour une durée de 6 ou inférieure à 6 mois, à ce moment-là, le versement va se faire à la fin du contrat de travail. Donc après les 6 mois, l'agent va pouvoir avoir tout le montant qui lui a été dû par rapport à ce transfert-là. Lorsqu'un agent, son client est un mineur, à ce moment-là, l'agent n'est pas payé. Un mineur ne paye pas pour des services, à part si ce mineur signe déjà son premier contrat pro. Lorsqu'il y a une double représentation, donc quand l'agent représente le joueur et l'entité d'arrivée pendant une même transaction, à ce moment-là, l'entité d'arrivée, il peut payer jusqu'à la moitié des frais de représentation. Quand un agent offre ses services à une entité de départ, donc un club qui vend le joueur, à ce moment-là, l'agent, il est payé lorsque ce club qui a vendu reçoit les paiements du transfert. Donc à chaque versement de paiement, lui, il reçoit aussi sa part à lui. Et il ne faut pas oublier que tous les paiements qui s'effectuent doivent passer par le biais de la chambre de compensation de la FIFA. L'article 15 est une suite logique de l'article 14. Si vous voyez bien, je vous affiche le tableau que donne le document par rapport au plafond de rémunération. On va le déchiffrer ensemble, d'accord? Donc d'un premier côté, nous avons les salaires et les rémunérations inférieures ou égales à 200 000 $ américains. Les agents pourront au maximum charger leurs services aux individus ou aux entités d'arrivée jusqu'à 5% de la rémunération du joueur. Si l'agent représente l'individu et l'entité d'arrivée, donc les deux, double représentation, lors du même transfert, c'est jusqu'à 10%. De l'autre côté du tableau, nous avons les rémunérations supérieures à 200 000 $ US. Pour la représentation d'agents et d'entités d'arrivée, un agent peut garder jusqu'à 3% de la rémunération. Lors d'une double représentation, jusqu'à 6%. Lorsque l'agent représente l'entité de départ, alors il peut facturer jusqu'à 10% de l'indemnité de transfert. Dans les calculs, il n'est pas possible d'inclure aucun montant qu'il faut payer pour dédommager pour une rupture de contrat et aucune prime à la revente. Si 24 mois avant ou après la transaction, un agent fait un service à un client impliquant cette même transaction, alors ça va être considéré comme faisant partie des services fournis pour cette même transaction-là. Bien sûr, à part s'il est possible de démontrer le contraire. Donc ensuite, article 16, droits et obligations. Un agent a seulement le droit d'approcher un client qui a un accord avec un autre agent à seulement 2 mois avant la clôture de ce contrat avec l'agent avec qui il signe présentement. L'agent peut aussi conclure un accord de représentation avec ce client-là durant cette période des 2 mois avant la fin de son contrat avec son ancien agent. Et comme le dit l'alinéa 2 de ce présent article, un agent doit agir dans les meilleurs intérêts de son ou de ses clients, se conformer à tous les statuts, règlements, directives et décisions, ne pas avoir de conflit d'intérêts, que toutes ces informations apparaissent dans des contrats de prestation et de ses services, satisfaire les critères d'éligibilité et payer les cotisations, faire ses formations continues, bref, tous les points qu'on a déjà mentionnés précédemment. Dans l'alinéa 3, on a le contraire, ce que les agents, eux, ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas forcer la résiliation d'un contrat de travail sans juste cause, quel que soit le type de l'approche. Ils ne peuvent pas offrir un avantage ou un cadeau à un officier, à un employé d'une institution ou bien à un individu qui est lié à un accord avec un autre agent. Il ne peut pas cacher des faits matériels à ses clients comme des conflits d'intérêts ou bien des offres écrites qui ont été reçues pour ce joueur-là ou pour ce client-là. Il est interdit de contourner tout type de plateforme prévue pour une transaction. Un agent ne peut pas être impliqué dans un transfert relais et aussi d'autres points supplémentaires que vous allez pouvoir trouver directement dans le document. Pour la divulgation, un agent doit informer les clients de toutes les offres écrites qui ont été reçues. Sur la demande des clients, un agent est dans l'obligeance de fournir une copie de tout type de documents qui sont liés aux services qui ont été couverts. Par exemple, une copie de l'accord de représentation ou bien un contrat de travail ou bien alors les paiements ou les versements qui ont été faits envers l'agent. Et le dernier article de ce chapitre, ça touche le respect de l'exigence de la licence. En gros, si un agent ne respecte pas la majorité de ces critères que j'ai déjà annoncés, sa licence pourrait être retiré ou suspendu à titre provisoire. C'est le secrétariat général de la FIFA qui lui va s'occuper que tout est en règle et que tout a été respecté. C'est aussi eux qui vont s'occuper d'informer l'agent que sa licence va malheureusement être suspendue provisoirement. Chapitre 4. Droits et obligations des clients, article 18. Ce chapitre et cet article vont plus toucher les clients. Quels sont les services qu'ils ont droit d'obtenir en allant chercher ou en ayant recours à un agent? Les clients appellent généralement un agent lorsqu'ils ne veulent pas eux-mêmes s'occuper de tout ce qui est service d'agent. Donc en ayant recours à un agent, eux, ils sont dans l'obligeance de payer des frais de service, des frais qui vont être payés à l'agent. Le client, lui, doit s'assurer de certains points
importants. Tout d'abord, il doit s'assurer que cet agent a bien une licence FIFA. Il doit coopérer avec toutes les organisations qui demandent des informations concernant un agent ou son agent. Si le client est un club, il doit informer le TMS de tous les types de transactions internationales impliquant un agent. Il doit aussi informer quels sont ou qui sont les agents qui travaillent pour eux. Et il doit aussi informer tous les autres types d'accords et de services entre le club et cet agent-là ou ces agents-là. Et maintenant, le contraire, qu'est-ce que les clients n'ont pas le droit de faire? Tout d'abord, ils ne peuvent pas aller avec une personne qui n'a pas de licence FIFA. Parce que nous, on trouve ça logique, mais malheureusement, des fois, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils vont aller voir un peu n'importe qui. Il est interdit pour un client de donner ou d'offrir de l'argent qui n'est pas considéré comme l'indemnité de service, donc le paiement qui a déjà été conclu dans l'accord. Il n'a pas le droit d'aider qui que ce soit pour faire un détournement de plafonnement de l'indemnité de service. Vous voyez le plafonnement qu'on a parlé tout à l'heure avec le tableau. Autre chose qu'un client n'a pas le droit, c'est d'avoir des intérêts dans une agence ou bien dans des activités d'agence. Je vous mets la liste des restes des points qu'un client n'a pas le droit de faire et bien sûr vous pouvez le voir directement dans le règlement, donc dans le document. Chapitre 5, divulgation et publication, article 17. Bon, on rentre dans les chapitres un peu plus petits, donc ça va être un peu plus rapide. L'article 17, divulgation et publication, ça concerne ce que la FIFA met à disposition pour tout le monde. Donc, ce que tout le monde a le droit de voir dans le site de la FIFA. Ça concerne les noms et les coordonnées de tous les agents, les clients que tous les agents représentent à la date d'expiration. Donc, par exemple, si vous pouvez voir quand est-ce que, je sais pas, l'agent de Cristiano Ronaldo finit son mandat avec lui, vous pouvez voir là-dedans. Les services d'agents rendus, les sanctions que les agents et que les clients ont eu, des détails sur les transactions des agents et des montants qui ont été reçus. Chapitre 6, litige. C'est la chambre des agents du tribunal de football de la FIFA qui va quant à elle s'occuper de régler les litiges quand c'est des accords de représentation de dimension internationale ou en lien avec. Une requête est déposée conformément aux dispositions des règles du tribunal de football. Chapitre 7, questions disciplinaires. C'est la commission de discipline de la FIFA qui va s'occuper de donner des sanctions aux personnes qui enfreignent ce document-là, le code disciplinaire ou bien le code éthique. Des codes que j'ai déjà mentionnés dans d'autres vidéos et que j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est la FIFA qui s'occupe de répondre aux questions disciplinaires lorsque ça touche des représentations, des transactions ou des transferts à niveau international. Lorsque ça touche un point national, à ce moment-là, c'est les associations qui s'occupent de sanctionner pour les activités d'accords de représentation, de transferts ou de transactions nationaux. Donc, ainsi conclut ma vidéo sur les règlements d'agents FIFA. J'espère que ça vous a aidé. J'ai résumé du mieux que j'ai pu le document pour que vous puissiez comprendre plus ou moins ou rentrer dans votre préparation à c'est quoi être un agent et c'est quoi que vous avez besoin de vous préparer pour être agent. Encore une fois, si vous avez des questions plus précises sur le document, n'hésitez pas à venir m'écrire sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, sur Insta ou bien me laisser un commentaire ici sur YouTube. Juste laissez-moi un temps avant que je puisse vous répondre. Sachez aussi que je vais commencer à bientôt faire des rencontres avec vous sur Discord à plusieurs nombres pour qu'on puisse commencer une préparation, une révision tous ensemble par rapport à l'examen. Donc si vous êtes intéressé de rejoindre ces rencontres, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Insta et me dire que vous êtes intéressé. Je vous enverrai le lien du Discord pour que vous y enregistrez. Soyez attentifs sur Insta parce que je vais bientôt donner la date de la première rencontre pour qu'on puisse tous se rencontrer. Encore une fois, je vous dis merci d'avoir vu la vidéo. Allez vous abonner à la chaîne, allez me suivre sur Insta, sur TikTok. Si vous avez des questions, encore une fois, dans les commentaires ou bien dans mes DMs. Et à ça, je vous souhaite une très bonne révision pour votre examen 2026. Je sais que vous allez le passer les gars, je le sais, vous êtes capables. À plus les gars.